Voilà, bonjour à ceux qui nous ont rejoints entre-temps et bienvenue à ce webinaire qu'on a décidé d'organiser autour des enjeux d'actualité du secteur de la santé publique. On aura un échange fin de semaine, d'ailleurs, un second webinaire sur le secteur de la santé privée. Mais là, aujourd'hui, on va s'intéresser au public. Alors, aujourd'hui, donc, moi, Guillaume, donc, on s'est j'ai déjà fait quelques webinaires, donc certains d'entre vous m'ont déjà vu. Je suis le directeur commercial de Citron. Je suis accompagné aujourd'hui de Charlotte, euh, Bonjour. Charlotte Legras, qui est Energy Manager chez nous. Et pour parler de ce sujet d'actualité autour globalement des hôpitaux, on a voulu faire intervenir deux de nos clients, deux Guillaume. Donc ça fera trois Guillaume aujourd'hui. Donc on va devoir préciser à chaque fois prénom, nom, pas par formalisme, mais pour votre compréhension. Donc le premier d'entre les Guillaume sera Guillaume Blas Bonjour. pour Roubaix. Bonjour. Et Guillaume Boucher pour Lille. Bonjour. Bonjour, messieurs. Hop. Alors, le programme d'aujourd'hui, c'est de revenir sur le contexte du secteur hospitalier, le contexte sur la thématique de l'énergie, bien évidemment, d'où on vient et vers où on va, en répondant à cette question à la fois à court terme, quelles sont les actions court-termistes qui ont pu être mises en œuvre dans le cadre du plan de sobriété et puis même en général, et de voir ensuite à long terme comment se positionne Lille et Roubaix pour l'atteinte des ambitions, alors notamment du décret tertiaire, mais globalement d'une baisse effective des consommations. Alors, pour planter le décor, je vais donner quelques chiffres d'abord. Le secteur hospitalier, c'est 46 millions de tonnes de CO2 par an. Alors, ça, c'est beaucoup et en même temps, c'est dur d'apprécier cela. Ça représente 8% globalement des émissions totales de CO2, donc un gisement important, mais qui est en corrélation avec le patrimoine en lui-même. On parle de 70 millions de mètres carrés. Voilà, on parle de 2% de la consommation nationale qui est liée au secteur de la santé publique. Si on ramène ça au budget, qui est quelque chose d'important, au budget de fonctionnement, c'est 7% des dépenses d'un hôpital hors masse salariale. Globalement, on est sur un budget conséquent finalement aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc c'est peut-être le début de mon propos, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'énergie a pris une place plus importante dans les budgets des hôpitaux, donc, ce qui est une charge complémentaire pour un secteur qui a été ces derniers temps très mobilisé par les enjeux nationaux autour de la crise sanitaire, qui a aujourd'hui le poids de l'énergie qui devient plus lourd. Ça, c'est plutôt le côté un peu négatif du sujet, mais si on le voit avec plus d'optimisme, ça veut aussi dire que ça encourage la mise en œuvre d'actions pour optimiser ce budget qui est devenu important dans le total. Donc ça, c'est un premier constat et on y viendra, on laissera Lille et Roubaix l'illustrer, mais en moyenne, on est fois 2,5, fois 3 pour Lille et Roubaix. Je laisserai les Guillaume présenter ça dans le détail. Le contexte, c'est aussi un plan de sobriété qui demande donc une baisse effective des consommations sur les 2 prochaines années, puisque l'horizon visé est à fin 2024, décembre 2024, de moins 10% des consommations françaises à travers de la sobriété. Donc, on va être vraiment sur quelque chose qui n'est pas dans l'efficacité, qui n'est pas dans l'investissement, mais qui est dans un usage plus modéré, plus rationnel de l'énergie. Le décret tertiaire, dont vous entendez régulièrement parler avec nous, évidemment, qui globalement va imposer une baisse effective des consommations sur les 30 prochaines années. Alors, j'aurais tendance à dire de l'ordre de 40, 50 puis 60%, mais on va y venir. La réponse est un tout petit peu plus complexe quand on parle d'un centre hospitalier. Au-delà de la réglementation, il y a une prise de conscience au niveau des directions des hôpitaux. Je laisserai là aussi les Guillaume en témoigner, mais c'est aussi une prise de conscience au-delà des directions des hôpitaux qui est sociétale, qui fait qu'on a envie tous, à notre maille, et c'est le cas aussi pour les directions des hôpitaux, d'avoir un impact plus vertueux sur l'environnement. Et un phénomène plus conjoncturel mais important, l'arrêt des cogénérations sur lesquelles on reviendra, et nos deux invités sont concernés. La cogénération qui d'abord a été considérée comme énergie renouvelable pendant des années, donc qui a été largement encouragée, qui aujourd'hui, effectivement, ne va pas forcément être renouvelée, puisque comme vous le savez, le gaz ne fait plus vraiment partie du mix souhaité, mais ces cogénérations, au-delà de cet aspect renouvelable d'hier, avaient aussi un intérêt économique qui préservait aussi un peu les hôpitaux de cette hausse énergétique, enfin de hausse des tarifs, on va y revenir. Donc ça donne un cadre qui, si je résume en une phrase, des tensions plus fortes sur le sujet des budgets énergie au sein des hôpitaux, mais du coup, une envie de passer à l'action un peu plus importante, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Pour illustrer ça, on va revenir sur le GHT LMFI, où on parle de 130 bâtiments et on parle de 900 000 mètres carrés. Et on va commencer avec Guillaume Blas, qui est lui en charge de Roubaix, pour lui poser une question autour de ça. Comment la direction de Roubaix a vécu cette hausse de l'énergie? Est-ce que cette prise de conscience est palpable? Et est-ce que finalement, ce constat, vous le partagez? Alors, il y a eu une prise de conscience, elle est vraiment palpable, elle est surtout chiffrable. Juste pour information, LMFI, il veut dire Lille Métropole Flandre Intérieure. C'est peut-être bien de le préciser, Quand effectivement. même bien Merci. de le préciser. Guillaume Bouchard, tout à l'heure, peut-être en parlera un peu plus. Donc, la prise de conscience, en tout cas concernant les dépenses énergétiques, a été faite début 2022, en tout cas pour l'hôpital de Roubaix, quand on a annoncé la hausse des prix x2, x3. Et suite à ça, la direction a souhaité qu'on mette en place un groupe de travail pour réfléchir sur la sobriété énergétique. Oui, donc il y a bien eu finalement une impulsion de la direction pour finalement que les techniques de l'hôpital s'intéressent au sujet et proposent des actions concrètes, quoi. Donc on voit cette impulsion. Tout à fait, tout à fait. On est passé en termes de dépenses énergétiques de 1,2 million à fin 2021 à 3,7 millions à fin 2022. Oui. Quand vous annonciez tout à l'heure x3, on est bien dans cette augmentation, sans encore l'augmentation du tarif électricité qui va intervenir pour 2023. Oui, c'est certain. Donc effectivement, l'électricité qui est aussi un budget conséquent, on peut s'attendre à une même plus que x3 finalement sur le périmètre global. Intéressant pour Roubaix et Lille, j'imagine que c'est le même constat, mais je vais quand même poser la question au dernier Guillaume. Alors effectivement, sur l'île, nous, l'impact de la crise énergétique, on le ressent depuis fin 2021. Alors non pas sur les budgets électriques et gaz, tout simplement parce que ces énergies sont achetées en fractionné, donc c'est de l'achat multiclic via une IHA et on achète en avance notre électricité et notre gaz. Par contre, sur la partie thermique, donc on a une chaufferie avec une cogénération, donc c'est le montage dont tu parlais tout à l'heure, Guillaume, qui effectivement intègre une formule de révision de prix dont les principales composantes sont le gaz, à savoir le spot, et puis le produit PEG mensuel. Ce qui fait qu'effectivement, dans le cadre de cette formule d'actualisation, on a eu une envolée de nos prix thermiques dès la fin de l'année 2021 au niveau du CHU de Lille. Pour ce qui concerne les budgets ELEC, l'impact, on l'aura en 2023. Un impact qui est d'autant plus important que notre prix 2022 est on va dire, accessoirement très bas. Tout simplement parce que l'électron a été acheté bien en avance, que du fait qu'on ait intégré une CSPE à 0,5, forcément, on se retrouve avec un prix, même limite un prix élect qu'on n'a jamais connu. Donc, effectivement, le gap est d'autant plus important. Donc, pour l'élec, on sera à peu près sur du x3, nous, au niveau de l'île. Sur la partie thermique, 2022, on était à peu près sur du x4. 2023, on a les marchés gaz qui sont relativement baissiers. En tout cas, on n'a plus les grandes envolées qu'on a pu avoir l'année dernière. Donc, c'est l'avenir qui nous le dira, quoi. Compliqué de faire des prévisions ou des projections là-dessus. Ok, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'une hausse est sensible. On n'est pas dans quelque chose de symbolique. Donc, effectivement, logiquement, une prise de conscience de la part de différentes entités. Alors, avant qu'on arrive dans les déclinaisons concrètes que vous avez pu mettre en œuvre suite à ce constat, ça s'inscrit aussi dans un cadre réglementaire plus global, et notamment celui du décret tertiaire. Je ne vais pas vous redonner les grandes règles du décret. Je pense que vous nous suivez depuis assez longtemps, pour la plupart d'entre vous, pour les connaître. Mais par contre, le secteur de la santé, je l'ai dit, ce ne sera pas moins 40, moins 50, 60% de façon si simple, parce que ça va être très dépendant des valeurs absolues, parce que dans le secteur de l'hôpital, on s'approche quand même de process par endroit. Et c'est ce sur quoi je voulais revenir, Charlotte.
Qu'est-ce qu'on doit attendre de ce dernier arrêté des valeurs absolues, tant attendu, j'ai envie de dire, et est-ce qu'on a une horizon d'ailleurs de sa sortie, et qu'est-ce que ça va impliquer pour les hôpitaux? Tout à fait. Alors déjà, pour avoir une horizon de sa sortie, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On sait que, notamment dans le secteur de la santé, les prochaines concertations sont début avril. Donc, pour l'instant, ça ne devrait pas sortir demain, en tout cas. Mais bon, c'est vrai qu'on en attend beaucoup. Donc, notamment, on a conscience que les objectifs en valeur relative sont très exigeants, hein. Quand on parle de moins 60% à l'horizon 2050, c'est quelque chose qui est quand même très important. Donc forcément, on en attend beaucoup des valeurs absolues qui ne sont pas encore sorties, mais encore plus, j'ai envie de dire, dans des cadres comme celui de la santé, qui est un cadre très spécifique, à savoir que si je prends par exemple l'exemple d'un centre hospitalier, on ne va pas du tout avoir les mêmes consommations en fonction des zones, que ce soit de l'hébergement, des blocs opératoires, des zones d'imagerie médicale. Les process vont avoir un impact très important qui fait que les consommations vont être totalement différentes. Et donc, dans l'arrêté valeur absolue 3, on devrait avoir des valeurs absolues qui vont être en fonction de ces différentes zones. Et finalement, on va pouvoir se poser la question de est-ce que c'est plus intéressant de fonctionner en valeur absolue par zone plutôt que de prendre une valeur absolue au global. Et donc, la solution qui va être à apporter, ça va surtout être de mettre en place du sous-comptage en fonction de ces différentes zones pour que finalement, on puisse avoir un ordre d'idée de la consommation de chacune des typologies d'activités. Et ça, c'est un gros impact. Après, je ne me rends peut-être pas bien compte. Au niveau du sous-comptage en place à Lille et à Roubaix aujourd'hui, ça va impacter beaucoup. Il y a déjà des démarches réalisées ou en cours sur la mise en place de sous-compteurs. Alors, je vais prendre la parole. Donc, pour Roubaix, oui, effectivement, on a déjà mis en place des sous-compteurs. On a des sous-compteurs sur un bâtiment qui a été renouvelé en 2017, c'est notre maternité, où on suit en continu les consommations électricité de la totalité des zones du bâtiment. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant pour nous. D'autant plus que derrière, on a donc un suivi. Alors, c'est bien beau de mettre des sous-compteurs, hein, bien évidemment, mais là, il y a un suivi, je dirais, à la culotte, pratiquement. Donc, ça, c'est quand même relativement intéressant. Là, on a un projet qui va être, je pense, mis à jour avant cet été, l'été 2023, sur notre bâtiment administratif, où on va donc également déployer la même chose. On va donc mettre en place donc des sous-compteurs par zone de direction. C'est important de préciser le par zone, parce qu'effectivement, le par bâtiment ne suffira pas forcément, dans le sens où il y aura peut-être plusieurs services au sein même d'un bâtiment et donc plusieurs valeurs absolues. Enfin, l'opportunité, comme disait Charlotte, d'avoir plusieurs valeurs absolues, la question se posera. Et à Lille, Guillaume, même constat? Alors à Lille, en fait, je dirais qu'il y a différentes cas de figure. Sur le campus, on a à peu près une cinquantaine de bâtiments. Donc, on a des bâtiments typiquement tertiaires administratifs, donc avec des comptages en pied de bâtiment. Donc là, c'est le cas simple, on va dire. Par contre, on peut se retrouver avec une typologie de bâtiment où typiquement on est sur des bâtiments de plus de 70 000 m2 avec du tertiaire administratif, avec de l'hébergement, avec des zones de bloc, avec éventuellement même de la restauration, où là, pour le coup, le sous-comptage peut être un peu plus difficile à déployer sur de l'existant. Mais bon, après, voilà, il y a déjà des comptages en place. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Maintenant, on va être confronté justement à cette problématique de comptage par rapport aux spécificités d'usage, en fait. Oui, de l'arrêter, ouais, bien sûr. Là, je vois des questions qui arrivent, j'en profite, je ne vais peut-être pas préciser, comme d'habitude, hein, vous posez vos questions sur l'onglet questions et réponses, pas forcément dans le chat, plutôt dans questions et réponses, et on répondra aux questions à la fin du webinaire. Là, on continue le déroulé, mais on ne vous oublie pas pour les questions-réponses, donc n'hésitez pas, pour ceux qui n'en ont pas encore posé ou ceux qui n'ont pas de réponse à leur première question, vous pouvez en poser d'autres quand même. Il y a un lien avec le décret Bax, du coup, sur ce sous-comptage, Charlotte, mais déjà, tout le monde n'est peut-être pas au courant de ce qu'implique ce décret. De quoi on parle?
Tout à fait. Alors, bon, pour ceux qui ne le savent pas encore, le décret BACS, c'est une réglementation qui va impliquer à tout propriétaire d'un système de CVC d'une puissance nominale supérieure à 290 kW, donc qui est une puissance qui peut être combinée donc avec un système de ventilation, est assujetti à cette réglementation, c'est-à-dire de mettre en place un système d'automatisation et de contrôle avant le 1er janvier 2025. Donc, quand on parle de ce genre de système, on va surtout parler de GTB. Et ce décret va avoir surtout 3 objectifs. Donc, le premier, ça va être de centraliser, d'enregistrer et d'analyser les données de consommation, surtout pour avoir un suivi finalement, mais aussi de collaborer, communiquer avec chacun des équipements du bâtiment pour pouvoir notamment les piloter. Donc, que ce soit pour de la climatisation, de la ventilation, du chauffage, on peut même ajouter l'éclairage aussi. Et enfin, ça va nous permettre aussi d'identifier les opportunités d'économie d'énergie et de détecter d'éventuels dysfonctionnements et ainsi d'alerter les personnes qui vont être en lien avec la GTB. Et donc, c'est une action qui va d'ailleurs permettre d'avoir des gains assez rapides sur la performance du bâtiment et un temps de retour sur investissement plutôt court. Mais du coup, ce n'est pas forcément une énième réglementation qui vient s'ajouter. Enfin, peut-être, mais en l'occurrence, il y a un vrai lien avec le décret tertiaire. Parce que si je comprends bien, ça permet de remonter le sous-comptage dont on a besoin pour le décret tertiaire. Et la GTB, au titre du pilotage, ce serait finalement une des premières préconisations qu'on fait dans le cadre du schéma directeur. Tout à fait. D'ailleurs, l'ADEME définit la GTB comme une des principales préconisations à mettre en place, en tout cas l'une des premières à mettre en place dans le cadre du décret tertiaire. Donc finalement, en fait, tous les efforts qui seront faits au niveau du décret BACS seront également un plus pour avancer la démarche décret tertiaire. Oui, c'est ça. Et on parle de plus en plus des 70 kW. Alors, 290 kW, je voyais une espèce de corrélation avec le décret tertiaire, plus ou moins. Hein. 70 kW, là, on descend beaucoup plus bas. Oui, exactement. Donc, à savoir qu'il y a une concertation à ce sujet-là en fin d'année dernière, pour que les systèmes de CVC supérieurs à 70 kW soient également intégrés au décret BACS. Et donc, cette fois-ci, le système devra être appliqué avant le 1er janvier 2027. Donc, on a un peu plus de temps, même si ça semble quand même relativement court. À savoir que le décret n'est pas encore paru là-dessus, mais que la concertation a bien eu lieu, donc ça devrait se mettre en place. Oui, d'accord. Donc voilà, il faut plus voir ce décret BACS comme quelque chose en parallèle du décret tertiaire, plus que quelque chose qui viendra s'y ajouter. Ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui ont d'ores et déjà des GTB, l'ADEME estime aussi que bon nombre de GTB sont mal utilisés aujourd'hui, obsolètes, non usités. Donc il y a un point aussi de mise à jour. Et en passant, il y a des certificats d'économie d'énergie qui ont été multipliés sur la période actuelle, aussi bien pour la mise en place de GTB que pour l'actualisation des GTB en place. Et ça, on vous invite à y réfléchir dès maintenant parce que ces aides sont là pour inciter au début et comme vous le savez, ensuite, ça devrait devenir simplement obligatoire. Voilà pour cette petite parenthèse réglementaire. On aime bien rentrer dans le concret aussi, surtout quand on a des clients qui veulent bien participer avec nous. Donc là, l'idée, ça va être de dissocier court terme, long terme avec les Guillaume et de voir qu'est-ce qui a été mis en œuvre. Et un premier exemple, moi, qui est, je l'avoue, mon petit coup de cœur, c'est celui qui a été mis à Roubaix autour du mode réduit des blocs opératoires. Et ça, je vais laisser Guillaume Blas nous raconter un peu ça. Qu'est-ce qui a été fait autour de ce projet? Très bien. Donc, ce projet a été initié par le groupe de travail donc, sur la sobriété énergétique qui a été mis en place donc, début 2022, où lors de la première séance, on a fait donc, une sorte de brainstorming. Et donc, c'était de toutes les actions inimaginables ou imaginables ou inconcevables. Il n'y avait pas de fausses idées, en tout cas, pas de fausses actions. Donc, tout a été mis en place. Enfin, tout a été, comment dirais-je, écrit sur un tableau. Et puis, on a essayé de récupérer donc, des actions qui pouvaient être déployées dans le temps. Alors, on a mis en place, bien évidemment, des actions donc, immédiates. Par rapport au mode réduit des blocs opératoires, c'est une action où il a fallu donc faire une étude de faisabilité parce que ça a un impact budgétaire forcément. C'est un coût qui est relativement conséquent, pardon. Au niveau de l'hôpital de Roubaix, on a 14 blocs opératoires, dont 4 qui sont définis et utilisés en situation d'urgence. Donc, il nous restait 10 blocs opératoires, 10 salles opératoires où on pouvait éventuellement donc, passer donc, en mode réduit. Les blocs actuellement sont utilisés de 8h à 20h.
Et à partir de 20h, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, pas grand-chose. Donc, 50%, pardon? 50% du temps, finalement. Hein, si on... Oui, donc on est passé donc en mode réduit donc de 20h à 6h du matin. Donc ce mode réduit, concrètement, comment ça se présente? On a donc installé à l'intérieur des salles opératoires donc des boîtiers visuels qui permet donc au personnel qui travaille dans les blocs d'avoir un visu sur le mode réduit ou le mode normal. Ensuite, il y a une pièce qui est à changer donc, au niveau de l'automate de l'armoire de traitement d'air. Donc, je vous parlais de coûts assez conséquents. Sur les 10 blocs, on est sur un budget, une dépense d'à peu près de 100 000 euros. 100 000 euros, D'accord. donc ce n'est pas forcément négligeable, hein, c'est quand même une somme conséquente, avec un temps de retour sur investissement estimé donc à peu près aux alentours de 2 ans. D'accord, oui, donc très acceptable dans le domaine de l'énergie. OK. Donc voilà, moi, ce qui me plaît dans cet exemple, c'est que c'est une belle illustration de la part de l'énergie qui est devenue importante dans les décisions d'un hôpital, parce qu'on a enfin touché à la sacro-sainte CTA du bloc opératoire. J'imagine que ça demandait aussi un peu d'accompagnement du changement, parce que historiquement, c'est quand même quelque chose auquel on ne touchait pas ou on n'osait pas toucher. En effet, on n'osait pas trop toucher. Donc, cette action a pu être faite en concertation et en validation surtout avec les utilisateurs des blocs, donc les cadres des blocs opératoires, les IAD, les IBOD, et également le régulateur, pour nous, qui est une personne importante dans la programmation des salles. Et bien évidemment, on a sollicité l'unité de gestion des risques infectieux chez nous. OK. Ouais, donc, ce qui est normal, ça a des impacts transverses. OK, donc voilà, ce n'est pas le seul exemple, c'était le coup de cœur de mon côté. Ensuite, il y a un deuxième projet, pas moins innovant du reste, qui est la peinture réfléchissante en toiture. Oui, alors oui, en effet, donc ça, c'est une prise de conscience par rapport aux étés que l'on connaît, en tout cas chez nous dans le nord de la France. De plus en plus, les étés sont chauds. Notamment celui de 2022 qui a été excessivement chaud, où sur nos terrasses, nous avons donc certains groupes froids et l'année dernière, la température au niveau des terrasses est montée à 55 degrés. Donc il a fallu en action immédiate refroidir très, très rapidement les groupes froids. Sinon, ils se mettaient en défaut technique et derrière, forcément, comme ils sont en défaut, ils n'ont plus du tout l'apport qu'ils devraient avoir. Donc, toujours au niveau du groupe de travail de sobriété énergétique, on a commencé à se renseigner de ce qui pouvait se faire dans le sud de la France et notamment en Corse, parce qu'il me semble-t-il que l'un des deux établissements en Corse avait appliqué au niveau de leur toiture des peintures réflectives. D'accord. Donc, voilà, on a choisi cette action-là. Elle est en cours de finalisation actuellement. C'était important pour nous de le faire avant cet été. Alors, on ne sait pas trop comment va être l'été cette année. On ne connaît pas du tout encore les prévisions de cet été. En tout cas, pour nous, c'était important de le mettre parce qu'il faut savoir qu'une peinture réflective permet de réduire de 40% la consommation des climatisations. Hmm. Donc, ce n'est Ouais, pas négligeable. c'est clair, là aussi. Non, très intéressant. Et puis le dernier qui est plus basique, mais sans aucun jugement, c'est une chose qu'il faut faire, c'est de poursuivre le revamping LED. Oui, alors oui, en effet. Donc, on est en continuelle rénovation au niveau de l'hôpital de Victor Provost, donc à Roubaix, depuis donc plusieurs années. Et à chaque fois qu'on rénove donc une aile de soins, on passe en LED. Et à aujourd'hui, toujours dans le cadre de ce groupe de travail de plan de sobriété énergétique, le relamping LED, de toute façon, c'est une action qui est facile à mettre en place. C'est une action qui est ressortie. On continue dès qu'on peut
à donc changer nos luminaires actuels et à les remplacer par des platines en LED. On a un budget qui est prévu là-dessus, alors qui n'est pas prévu forcément pour 2023, mais qui va s'étaler avec le temps, en tout cas dans notre plan de stratégie, qui est de l'ordre de 231 000 euros D'accord. Ok. là-dessus. Voilà. Ok. Guillaume Boucher, du coup, côté Lille, est-ce qu'il y a d'autres actions court terme, comme ça, au-delà de celles qu'on a citées, qui sont en cours de déploiement? Alors effectivement, au niveau de Lille, bon, tout ce qui était relamping LED, c'était une action qui avait été amorcée avant l'envolée des prix. Donc c'était une volonté de notre part avec le déploiement des LED directement via le personnel technique. Par ailleurs, on a sorti également un plan de maîtrise énergétique avec des actions séparées justement en fonction des actions avec peu ou pas d'investissement, donc temps de retour immédiat et des actions qui demandent un investissement. Donc, tout simplement, par exemple, des choses qui paraissent simples également, tout ce qui est consigne de chauffage, donc 19 degrés dans l'ensemble des bâtiments. Bon, pour les chambres des patients, on maintient 21 degrés. Tout ce qui est, par exemple, suppression de l'eau chaude dans les sanitaires, sauf dans les chambres. Donc toujours privilégier bien sûr le confort des patients. Les sas ambulances également, on sait que c'est problématique, donc révision des consignes au niveau des sas ambulances, et également sur euh, d'autres opérations, donc là où on va devoir avoir un investissement. Cependant, l'augmentation des prix fait que des opérations qui jusqu'à présent avaient un temps de retour qui n'était pas forcément entendable, là deviennent intéressantes. Forcément, avec un prix x3, on diminue d'autant le temps de retour sur investissement. Et donc, ça nous permet de faire plus de choses. Ok. Ouais, ok. Très intéressant. Donc là, on va y venir justement sur les investissements ensuite à plus long terme. Et c'est un peu la suite. La suite, c'était de voir justement à plus long terme. Et là, c'est presque un débat qu'on va avoir. Mais d'abord, qu'est-ce que vous avez imaginé, soit des projets que vous avez d'ores et déjà établis ou comment vous investiguez? Alors, il y a cette campagne, là, ce qu'on a écrit d'audit qui commence déjà sur votre patrimoine avec nous. Mais au-delà de ça, comme ça, à chaud, à long terme, quelles sont les premières idées qui émergent de votre côté, avant même le rendu de cet audit? Vos priorités, vous les avez déjà en tête? Alors, effectivement, initialement, on a lancé, nous, une consultation concernant le décret tertiaire et la réalisation des audits énergétiques. L'idée, c'est effectivement d'avoir des plans d'action qui émergent de ces audits. Maintenant, donc ça c'est au niveau du GHT, directement au niveau des 10 établissements du GHT LMFI. Maintenant, avant même d'avoir, puisque c'est un marché de 6 ans, donc la réalisation des audits sera étalée sur la durée du marché. Donc avant même d'avoir le compte-rendu et le plan d'action tiré de ces audits, on a différentes actions qui, pour le coup, seront probablement lancées tout au moins au CHU de Lille, que ce soit de l'installation de panneaux solaires. Oui, oui, dans le Nord, ça marche très bien. Que ce soit donc la poursuite, comme à Roubaix, la poursuite du relamping LED. Après, profiter de travaux pour améliorer en fait tout ce qui est isolation sur certains bâtiments. Donc ça, c'est des choses qui sont issues directement de notre plan de maîtrise énergétique. Et puis, il y a de la cogénération, non? Comment vous Alors, il imaginez? y a un sujet cogé à Lille, effectivement, puisque nous, notre marché de cogénération arrive à échéance en juin 2024. Donc, on sait que notre mode de fonctionnement actuel, notre montage actuel
changera. Hein, de fait, le contrat d'obligation d'achat se termine fin juin. Différentes pistes, on est accompagné également là-dessus. Donc différentes pistes, effectivement, étudier la possibilité d'un raccordement au réseau de chaleur de la communauté de Lille, hein, Lille Métropole. Sachant que physiquement, c'est un peu compliqué, donc c'est sûr que d'ici 2024, ça ne pourra pas se faire. Réfléchir à la possibilité d'avoir une unité de production biomasse. Donc voilà, donc ça, ce sont des pistes de réflexion qui sont en cours à notre niveau. Et puis, ne pas forcément abandonner la COGE, se dire que la COGE peut être valorisée sur le marché libre. Donc voilà, que ce soit sur du produit à terme, par exemple, ou ce genre de valorisation. Plus complexe, mais qui peut rester pertinent, effectivement. Oui, et bon, tout ça, ce qu'on voit, c'est que des beaux projets, que ce soit la biomasse locale ou le réseau de chaleur. Dans tous les cas, on est, j'imagine, sur un réseau à énergie renouvelable aussi majoritairement. Donc, on va vers un verdissement des consommations. Oui, tout à fait, tout à fait. Super. Même sujet à Roubaix, quelles sont les ambitions de Roubaix là-dessus à plus long terme? Alors nous, sur Roubaix, donc à plus long terme, alors c'est pas forcément du plus long terme, c'est un projet qui, je pense, sera déployé sur 2023. Et si finalement c'est pas fait en 2023, c'est facile de dire qu'il sera fait avant l'été 2024. On a donc comment dirais-je, une action qui va être mise. On a actuellement, on a un nouveau bâtiment qui est en construction et qui va être livré incessamment sous peu. Et au niveau de la toiture de ce nouveau bâtiment, c'est une surface à peu près de 200 à 250 mètres carrés. Donc, on va la végétaliser. On va la végétaliser parce que là, c'est pareil. Il y a des études qui prouvent. Après, moi, je suis comme saint Thomas, hein, je crois un peu ce que je vois. Mais en tout cas, il y a des études qui prouvent que on peut faire des économies jusqu'à 20% quand les toitures sont végétalisées. Donc ça, C'est un un peu l'un ou projet. l'autre. Là, je réagis à chaud, mais c'est un peu en concurrence, quoi. Il faudra parfois choisir, du coup, entre végétaliser et mettre les panneaux solaires, finalement. Alors, sur Roubaix, alors, effectivement, comme disait Guillaume Bouchard, on peut mettre du panneau solaire dans le nord de la France, oui, mais Oui. c'est pas quelque chose une action qui est retenue chez nous. Euh, OK. on n'a pas forcément la surface. En fait, c'est ça. On n'a pas forcément la surface pour pouvoir mettre en place des panneaux solaires. Donc, sauf Oui. revirement de situation, mais c'est pas dans la tendance actuelle. Alors sur l'île, effectivement, il y a cette volonté d'aller sur de la solarisation, on va dire. Alors des toitures qui sont compatibles, donc à la limite PV Ready, donc sur lesquelles on va pouvoir déployer des installations, mais également dans le cadre de projets de parking silo, où là, il y a effectivement un aspect réglementaire dans le sens où on a obligation sur les parkings silos d'avoir soit de la surface végétalisée, soit de la surface solarisée. Donc, Oui. on partira sur l'installation de solaire photovoltaïque sur les parkings silos. Reste encore à voir si on occupe toutes les surfaces ou le tiers des surfaces. Mais voilà, en tout cas, sur ces projets-là, ce sera des installations solaires en autoconso, fort probablement. On a un exemple normand, je crois, qui est Évreux, hein, je ne crois pas trahir, qui a justement mis des panneaux solaires sur une grande partie de ses parkings et même sur un terrain privé pour avoir, je crois, pas dire de bêtises, à dire 20% d'autoconsommation électrique, donc la moitié de la première marge du décret, hein, si on restait sur la valeur relative. Donc,
pas de l'ordre du symbole, hein, des choses assez impactantes. Et encore une fois, je suis d'accord avec ce que dit Guillaume, on est en Normandie, donc on est là aussi plutôt au nord de la France, et pour autant, avec cette efficience-là, après, il y a la notion de temps de retour sur investissement, mais ça a été le cas à Évreux, et c'est le cas dans beaucoup de projets maintenant, c'est porté par des tiers investisseurs. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de contrats de performance énergétique. Est-ce que c'est des choses qui ont été mises en œuvre du coup dans les GHT dans le Nord? Vous êtes accompagné sur la conduite des installations et les renouvellements, ou c'est quelque chose que vous faites en autonomie avec vos services? Alors sur l'île, mais sur Roubaix, en fait, au niveau du GHT, on a déployé des contrats de performance énergétique sur la partie thermique secondaire, avec des engagements, donc des cibles à atteindre par les différents exploitants. D'accord. Pareil à Roubaix? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'au-delà de la production, hein, il y a effectivement de maîtriser la distribution, de maîtriser aussi la sobriété, les températures. Et donc ça, vous le confiez aussi à un exploitant qui, j'imagine, vous vous rendez compte, mais avec qui vous travaillez sur cette optimisation-là. En fait, au niveau du GHT, donc, il y a eu un nouveau marché exploitant chauffage, enfin CVC. Et clairement, il a été demandé d'atteindre des objectifs donc dans le nouveau marché. Donc tout le monde n'est pas encore rentré dans le nouveau marché, en fonction forcément des dates de fin de contrat avec les exploitants actuels. Roubaix, pour être très transparent, on n'est pas encore dans le nouveau marché. On y sera à partir du 1er septembre 2023. Donc la grande nouveauté, c'est ça, c'est de leur avoir demandé d'aller chercher les objectifs du décret tertiaire. OK. OK, très clair. Merci, messieurs. Est-ce que vous avez des choses à ajouter avant qu'on passe aux questions-réponses? Non. On va voir sur les questions peut-être. Oui, J'en ai plusieurs. Alors, j'ai une question qui est plutôt sur la santé privée. Donc, il y aura un séminaire dédié, mais quand même, je ne vais pas faire l'économie de la réponse, qui dit que les EHPAD, c'est non concerné. Alors, pour les EHPAD, ça dépend s'ils sont médicalisés ou pas. La notion va être médicale ou pas. Si c'est médicalisé, les EHPAD sont concernés. Donc, il ne faut pas se dire qu'un EHPAD n'est pas concerné. C'est un peu, faut pousser un petit peu l'analyse. Et lorsque ce n'est pas médicalisé, bah, là, effectivement, on est comme dans du résidentiel. Donc, il faut encore estimer quand même les parties communes, parce qu'on peut avoir 1000 mètres carrés dans un site où il y a du non médicalisé à travers les parties communes qu'on peut imaginer. Donc, l'EHPAD est un cas un peu particulier qui mérite une analyse. Nous, on accompagne Vive 3, donc Vive et tous ces EHPAD. Il y a 700 EHPAD, il y en a presque 200 qui sont soumis. Vous voyez, donc c'est pas aussi facile. Il y a une question sur la source ADEME qu'on a utilisée, donc on la communiquera. Je ne sais pas si on a la réponse là en live, je ne suis pas certain, mais c'est une source, la source ADEME qu'on a utilisée sur les émissions de CO2 du secteur santé et, le pourcentage de la consommation, sachant que c'est des chiffres qui ont été aussi repris par le Shift Project et qui ont été communiqués dernièrement aussi par ces derniers. On a une question sur justement les blocs opératoires où la question est à quoi correspondent ces 100 000 euros concrètement. Je ne sais pas, Guillaume, s'il est possible d'être un poil plus précis sur… oui, oui. Alors, je vais essayer d'être très précis là-dessus. Concrètement, c'est l'installation du boîtier, c'est le changement de pièces au niveau de l'automate, c'est la requalification. La requalification au niveau donc des blocs. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que, OK, on a eu l'aval de tout le monde, on a installé, on a fait, on a pris une salle opératoire pilote pour voir si c'était possible de le déployer après sur les 9 autres salles. On est sur à peu près 10 000 euros hein, donc par salle. C'est pour ça que j'ai annoncé un chiffre de 100 000 euros. Mais dans les 10 000 euros, effectivement, c'est le boîtier que l'on installe, c'est le changement de pièce sur l'automate parce que c'est de la programmation derrière. Et ensuite, c'est toute la partie qualification du mode réduit pour savoir si on garantissait encore le traitement d'air, donc réduire le risque infectieux de la Oui, salle. oui, bien sûr.
c'est vrai il y a ça, et puis mesurer l'impact réel, mais là, c'est ce qui est en cours. Il y a une question sur les... Guillaume, je me permets juste de te couper 2 secondes pour revenir au sujet de l'EHPAD. Alors, un EHPAD est forcément médicalisé, donc forcément considéré comme du tertiaire. EHPAD, Et c'est c'est ça. EHPA qui n'est pas forcément. Ouais, c'est ça. Je ne savais pas ça, mais tu as raison. Un petit point avec la. Il y a EHPA et EHPAD. précédente. Donc, si c'est EHPAD, c'est donc médicalisé, donc concerné. Si c'est EHPA, c'est pas médicalisé. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, ben voilà, encore plus précis. Merci. Alors, je suppose que c'est quelque chose, j'allais dire une private joke, mais c'est plutôt quelque chose que vous allez comprendre comme question, parce qu'il doit y avoir un impact que j'ignore sur la sécurité aérienne, mais on demande si la peinture réfléchissante a posé des questions autour de l'héliport. Autour de l'héliport? Est-ce que cette question est fait écho, ou peut-être qu'il n'y a pas d'héliport sur le bâtiment concerné? Alors, à Roubaix, on n'a pas du tout d'héliport. On a eu dans le temps un héliport, mais qui a été, cette partie-là, comme elle n'était pas utilisée, on l'a chanté, on l'a réutilisé pour un parking pour le personnel. Là, pas du tout. Non, je n'arrive pas à comprendre le lien. Je suppute que si ça réfléchit, potentiellement, c'est interdit autour d'un héliport. Je ne sais pas. Hein, là, c'est une peinture blanche. Hein, c'est une peinture blanche que l'on applique au niveau d'une surface qui est lisse. Ça, c'est très important en fait de le signaler pour pouvoir donc appliquer cette peinture réflective ou réfléchissante, peu importe le terme. Il faut que la surface de la toiture, ou en tout cas la surface sur laquelle vous voulez l'appliquer, soit lisse et dépourvue de cochonnerie ou quoi que ce soit. Donc c'est une peinture blanche. Pourquoi blanc? Tout simplement parce que le blanc renvoie 95% des rayonnements solaires. Ça veut dire qu'au-delà du coût de la peinture, et c'est une des questions, hein, quel est le coût mètre carré de la peinture, au-delà du coût de la peinture, il faut aussi assainir d'abord éventuellement. Enfin, il y a parfois un travail préparatoire, quoi, c'est ce qu'il faut entendre. Exactement, exactement. Il y a tout un programme préparatoire. Là, j'annonçais tout à l'heure une surface j'ai pas dans cette surface, je pense pas. Non, je pense pas avoir dans cette surface. On serait sur une surface de 2500 mètres carrés. On est sur un budget de 70 000 euros. Les 70 000 euros se décomposent comment? Donc, un premier travail pour nettoyer, rendre lisse et rendre sain. Donc, la partie auquel on ajoutera donc cette peinture. Et le deuxième gros travail, c'est donc il faut donc appliquer donc un primaire d'accroche pour la peinture, et ensuite seulement après donc la peinture, je dirais de finition. Donc Okay. sur 2500 mètres carrés, nous on est sur un budget de 70 000 euros, ce qui est plus cher qu'une peinture, je dirais, classique, que l'on peut mettre dans nos rénovations de bâtiments, mais voilà quoi. Ok. Ok, Claire. Alors, on demande quel était le sujet avec le SAS ambulance dans l'exemple cité par Lille. En fait, en gros, concernant le SAS ambulance, le sujet, c'était la révision des consignes de chauffage. Donc, la réduction en fait, de la consigne de chauffage au niveau du SAS ambulance. Mais au-delà de ça, il y a également un sujet sur tout ce qui est fermeture automatique des portes et des SAS, notamment des quais. Puisqu'on se rend compte que ce soit par exemple les fumeurs ou alors le personnel pour gagner du temps a peut-être tendance à bloquer la porte ouverte et à ne pas la débloquer. Le problème, c'est que c'est forcément une source de déperdition énorme, avec des courants d'air qui viennent s'engouffrer dans les circulations et qui viennent refroidir l'ensemble du bâtiment. Donc, il y a un sujet également là-dessus où on voudrait déployer de la fermeture automatique au niveau de ces portes. Ok, super. Il y a une question. En gros, le point sur le solaire photovoltaïque a été pris, mais pourquoi pas du solaire thermique? Et c'est vrai que la question de Jean-Nicolas, je me dis aussi que par rapport aux besoins de CS, la question se pose. Alors, on a du solaire thermique sur un bâtiment qui est HQE, donc ça fait à peu près 10 ans, donc qui est à part. Le problème à Lille, c'est qu'on est sur un réseau de chaleur vapeur, donc on a un régime de température qui est élevé et qui vient un petit peu complexifier l'installation.
avec également, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même le nerf de la guerre, un temps de retour qui serait plus long, en tout cas au vu des dernières prévisions de prix sur les LEC et sur le thermique. Donc, on fait déjà du solaire thermique sur un bâtiment HQE qui est à part, mais pour le reste, ce sera probablement du photovoltaïque. D'accord. Sur Roubaix, c'est pareil, on a un nouveau bâtiment qui a été créé en 2017 et on a mis en place un système d'héliopac. Donc, Oui, c'est le même qu'on a aidé, effectivement. voilà. Ouais. Voilà, c'est quand même intéressant d'avoir mis en place ça. L'héliopac, en fait, ça permet de capter, hein, on vient chercher les calories. On vient chercher les calories du rayonnement solaire qui permet, nous, de produire notre eau chaude sanitaire au niveau du bâtiment qui est la maternité. Ok, intéressant. Il reste 2 questions, donc je vous invite à en poser, messieurs, dames qui nous suivez. Sinon, dans 2 questions, on sera arrivé au bout des questions. Il y en a une sur le panneau solaire, sur les ERP. Est-ce que ça vous a généré des contraintes particulières ou pas plus? Je ne sais pas si... Alors, pour l'instant, je dirais non, puisque on n'a pas encore lancé l'opération solaire photovoltaïque. Par contre, bien sûr, elle se fera en coordination avec le SDIS et puis avec nos assureurs pour voir l'impact que ça peut avoir et puis respecter effectivement les cahiers des charges au niveau de ces installations, bien sûr. Oui, bah oui, j'imagine. Ok, très clair. On me pose une question aussi sur le CPE. Quel gain ça a généré du coup d'objectiver sur la conduite? Est-ce que vous avez une idée, un ratio du gain que ça a pu générer? Et depuis quand vous avez mis ça en place d'ailleurs? Parce que c'est vrai que ça veut un peu rien dire si ça fait que 2 ans ou si ça fait 10 ans déjà. Bah là, sur le CPE, donc le marché vient de démarrer, entre guillemets. Le marché précédent, Oui, plutôt. on va dire que c'était un CPE light où, en gros, l'idée était de comment dire, sécuriser une vision budgétaire donc, en termes de consommation. Là, effectivement, les enjeux sont un peu plus importants où on a des exploitants qui sont engagés sur des atteintes d'économie d'énergie. Par contre, pour l'instant, étant donné que le marché est lancé depuis peu, on n'a pas encore de retour et les premiers bilans ne sauraient tarder probablement d'ici fin avril. Ok. Beaucoup de teasing, mais pas de chiffres, pas d'ambition à communiquer. On verra en fonction du réel de ce qui a été fait. Après alors, il y a une discussion avec le CPE, c'est-à-dire que nous, on a mis en place, quand je dis nous, en fait, c'est les établissements, hein, on a mis en place des actions de performance énergétique. Et l'idée, c'est qu'on ne soit pas doublement puni, c'est-à-dire que on rémunère au titre de l'intéressement le titulaire du marché, sachant que ce n'est pas lui qui est à la base de l'opération. Donc voilà, il y a ces petits Ouais. sujets qui sont Ouais, sur c'est le clair. feu en ce moment. Voilà. Oui, je comprends. Bon, je ne vais pas creuser davantage, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a eu un CPE, donc light, parce que peu d'investissement, beaucoup autour de la conduite, mais ce qui est intéressant du reste, hein, c'est-à-dire que le CPE peut permettre de porter des investissements et de garantir les économies associées, mais peut aussi permettre juste de s'objectiver sur la conduite des installations, ce qui est déjà un bon début. C'est difficile de donner des ratios de gains, puisque c'est très dépendant de comment ont été pilotés les bâtiments. Le chiffre communiqué par la FEDEN est 17% gain moyen lorsqu'un CPE a été mis en œuvre. Voilà, bon, juste pour donner un chiffre global. J'ai 2 autres questions qui sont arrivées suite à mon appel à questions. La première, c'est: avez-vous déclaré vos consommations sur Opérate? Êtes-vous bons élèves? Je vais répondre là-dessus. Oui, on est des bons élèves, étant donné qu'on est bien accompagnés. On est bien accompagné, on est accompagné donc par la société Citron. Oui, ça a été déclaré en temps et en heure pour les 10 établissements donc, du GHT LMFI.
Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus là-dessus. Ah, bah, il y a une Non. deuxième question qui va avec, c'était le choix des références. Donc, en fait, le choix qui a été fait sur ce projet-là, oui, on va choisir une année de référence, parce que c'est obligatoire évidemment. Mais aujourd'hui, on attend de voir un peu les valeurs absolues et l'opportunité que ça représente pour voir un peu l'enjeu autour de ce choix d'année de référence. Si finalement, il paraît évident que ce sera des valeurs absolues qui vont être choisies, rien ne sert concrètement d'investiguer dans le détail pour choisir la bonne année. En revanche, quand on va, si on se rend compte que c'est peut-être l'année de référence, là, on mettra tout en œuvre pour aller chercher la data qui permettra d'optimiser ce choix-là. Mais là, on n'est pas à ce stade-là encore. On attend cet arrêté pour voir ensuite, par rapport au sous-comptage en place, enfin, je reviens sur la discussion de Charlotte à l'origine et les valeurs absolues par zone, quelle est la meilleure stratégie? Parce que là, les déclarations qui ont été faites à la maille de l'établissement, finalement. C'est très vraisemblablement optimisable, mais on doit encore attendre la publication de l'arrêté pour pouvoir se positionner plus clairement là-dessus, quoi. Tout à fait. On a quelques... Oui, Avec un côté aussi un peu stressant, je dirais, de se dire que l'échéance de septembre arrive vite et que la publication de l'arrêté valeur absolue 3 qui nous touche directement, en fait, ne cesse d'être reportée, quoi. Donc, ouais. Une situation qui est un peu anxiogène, où on a l'impression que c'est pas forcément prêt de l'autre côté, quoi. La question qui suit, c'est est-ce qu'on pourra changer les références? On est dans l'année du droit à l'erreur. Donc là, durant 12 mois, on peut. Ensuite, ça va certainement dépendre, et là, je reviens à ce que vient de dire Guillaume, à quel moment sortira l'arrêté de valeur absolue 3. S'il arrive demain, j'imagine qu'on n'a pas besoin de plus. S'il arrive dans 9 mois, j'imagine qu'on aura plus de temps pour corriger nos erreurs. Donc voilà, je ne vais pas parler à la place du ministère, mais c'est en cours de réflexion là-dessus. Voilà. De toute façon, ça paraîtrait étonnant qu'on vous pénalise alors que finalement, les billes pour calculer cette année de référence ne sont même pas encore sorties du côté de l'État. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de stress à avoir dans tous les cas là-dessus. C'est vrai que cet arrêté concerne aussi des commerces et Périfem d'ailleurs a porté recours sur cette thématique et il a été dit qu'il ne pourrait pas être condamné sur la base de valeurs non communiquées, ce qui est somme toute assez logique. Et c'est d'ailleurs une question qu'on vient de recevoir. Sans sous-compteur, ça va être difficile de déterminer les valeurs absolues. Oui, et j'ai presque envie de dire, sans valeur absolue, il va être difficile d'objectiver si on a les bons sous-compteurs. Donc, c'est là où on a besoin, parce que mettre en place des sous-compteurs, ça peut être rentable, déjà pour mesurer et s'objectiver, rentable dans le cadre du décret, c'est partie de la logique que de mesurer. Mais après, il ne faut pas être boulimique de data, en mettre partout. Donc, attendons de voir ces arrêtés pour voir là où il y a une pertinence. Et ensuite, notre schéma directeur, qu'on disait schéma directeur énergie, il est aussi maintenant schéma directeur énergie et digital. Comment on remonte la donnée pour s'objectiver en fonction des valeurs absolues et des réels usages. Ces valeurs absolues, elles doivent refléter finalement les process sur lesquels on aura peu de levier par rapport à des endroits où on est sur du tertiaire et donc théoriquement, on peut faire preuve de plus de sobriété. Voilà, on a des témoignages d'amitié d'autres GHT qui ont effectivement rejoint Citron et on les remercie. Là, un gros coucou au sud-ouest, la région Aquitaine. Et merci à tous les autres. Là, on a quelques remerciements. Voilà. Merci au Guillaume d'avoir pris le temps de faire ce feedback. Nous, ce qui était intéressant, c'était de montrer qu'il y avait déjà des actions à court terme qui pouvaient être faites et en autonomie, parce que voilà, ces projets innovants qui ont été cités, que ce soit les peintures réfléchissantes ou gérer les CTA des blocs opératoires, ça a été fait bien avant notre audit. Notre audit va juste permettre d'avérer le gain que ça va permettre de réaliser, c'est tout. Maintenant, il reste toute la marche restante à déterminer, à optimiser, et on est très content d'accompagner le GHT dans ce cadre-là, l'MFI. Et il y a peut-être une dernière question qui est arrivée. J'allais couper, mais je vais quand même voir la question. Hop, juste un instant. Non. Non, c'est des remerciements, a priori. C'est déjà bien. Ah non, on me demande sur les infos sur le ministère. Je vais être prudent parce que à cette question, j'ai déjà trop répondu et vu que c'est toujours décalé, je ne sais pas si quelqu'un a la vraie information, mais en tout cas, je ne vais pas. Oui, on a des éléments, mais on en avait il y a 3 mois qui ne se sont pas avérés réels, donc on va être un peu prudent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a. Qu'on peut dire, pour être un peu officiel, c'est qu'il y a un projet rédigé qui a été communiqué. Donc, on arrive à un stade qui nous rapproche forcément d'une diffusion. Voilà. Merci à tous en tout cas. On arrive au bout de notre heure de toute manière. Le timing est quasi parfait. Et n'hésitez pas, pour ceux qui veulent parler plus spécifiquement évidemment de leur projet, de revenir vers nous. On se fera un plaisir évidemment de les accompagner dans leurs enjeux spécifiques.
Et encore une fois, un grand merci à vous autres, les Guillaume, pour votre participation. Avec plaisir. Merci à toi. Merci. Merci.